Bonjour à tous et à toutes, particulièrement heureux de vous recevoir cet après-midi sur ce plateau qui donne la parole à la jeunesse. Aujourd'hui, nous parlerons du baccalauréat sur le plateau du Forum Ado. Cette année, le bac chaud était cadeau. Je l'ai obtenu en 2019 et je vais vous présenter mes camarades du jour. Alors, chers tous, bonjour à vous. Bonjour. Alors, comment vous allez? Ça va. Alors, à ma droite, nous avons un charmant monsieur à l'étape là. Monsieur Mbassi Gournay, alors comment tu vas? Je vais très bien. Alors, tu as gagné ton bac cette année, un bac D à 17 ans? Bien sûr. Ah, c'est formidable ça. C'est formidable. Ma famille est contente, je suis content. C'est très bien. Ah, c'est très bien. Alors, honneur aux hommes parce que les femmes sont trop nombreuses. Alors, à ta droite, nous avons monsieur Unel Atsou, bonjour. Bonjour Marvin. Alors, également, tu as gagné ton bac cette année. Oui. Un mot là-dessus? Je suis très content déjà. Ok. Et ensuite, je rends grâce à l'Éternel parce que c'est d'abord lui qui m'a permis de l'obtenir. Même pas le travail, tu dis pas merci à ton travail aussi? En fait, on dit aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, Ah, tu t'es aidé. Bien sûr. C'est très bien. Je me suis aidé et le ciel m'a aidé. Alors, tu es togolais, est-ce que tu parles la langue? Pas vraiment, mais je connais Ouloulou. quelques mots en fait. Alors, dis bonjour. Moni. C'est compris. Alors, tu as fait une récolte de fonds pour les enfants démunis au niveau du Congo-Brazzaville. Oui. À l'initiative de qui? Initiative en fait d'une famille en fait. C'était la famille d'une amie qui a lancé l'action. Ensuite, à l'aide de quelques autres amis, on s'est organisé pour préparer en fait l'événement. Ok. Alors, elle est face à toi, elle est vêtue de bleu, mademoiselle Toula Naldi, bonsoir. Bonsoir Marvin. Également, tu as gagné ton bac cette année d'une série B. B. Oui. Ça veut dire que l'économie et toi, ça fait 1? Disons que oui. Alors, ton passe-temps, c'est la création des petits coussins. Donc, à la maison, c'est toi qui meubles le salon? Pas encore, mais j'envisage au fait. Tu envisages le faire. Oui. Alors, à ta gauche, nous avons une charmante demoiselle. On va lui laisser le soin de se présenter. Bonjour, moi c'est Sam Conté Mariam. Ok. Je viens à peine d'avoir mon bac B et j'espère continuer faire de grandes études dans le futur au fait. Mais t'as pas l'air contente, Myriam. Je suis très contente. Le bac chaud était cadeau cette année. On peut le dire ainsi, mais c'est juste le travail et l'éternel quoi. Ok, Sinon, alors à ta droite, nous avons une demoiselle, Alison Gauzet. Tu es en licence professionnelle comptabilité contrôle audit. Oui, c'est cela. Bonjour Marvin. Alors, je me présente, comme je l'avais dit, Alison Gauzet, étudiante en licence comptabilité contrôle audit et je suis venue pour participer à l'émission Forum Ado. Alors, tu as participé à une enquête sur l'autosuffisance alimentaire menée par le professeur Guy Gouet en 2016. Qu'est-ce qu'elle a révélé, votre enquête? Alors, notre enquête... Un professeur camerounais. Oui, un professeur camerounais. Alors, notre enquête avait pour s'inscrivait dans le cadre de rechercher les solutions qui pouvaient permettre d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc, alors, c'est un livre que vous pourriez parcourir et dans lequel vous pourriez retrouver de différentes solutions et propositions emmenées par beaucoup de personnes, que ce soit sur Libreville ou en province. C'est compris. Donc, sous peu, on va sortir de cette perfusion alimentaire. On l'a bien compris. Okay. Alors, on garde le meilleur pour la fin. Elle est toute heureuse. Ça se voit sur son visage. Bac 2019. Mademoiselle, présentez-vous. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je me présente Mademoiselle Télé Zélie Dorian. Je viens d'obtenir mon baccalauréat 2019. Je suis très contente, comme vous pouvez le constater. Je suis fière de moi, de mon travail. Voilà. J'ai rendu mes parents fiers et je suis très, très contente. Alors, c'est très bien. Alors, vous l'avez bien compris, nous parlerons du baccalauréat cet après-midi. Et commençons par savoir, Mademoiselle Nalti, alors, avant d'arriver en terminale, quelle était votre appréhension sur le bac? Je voyais ça au fait comme quelque chose de grand, qu'après je devais être vraiment à l'aise et soulagée. Donc pour moi, c'est un peu ça la vision du bac que j'avais. Monsieur Gournay, en première, avant d'arriver en terminale, le bac, ça faisait peur? Bien sûr. Déjà, j'étais dans une série scientifique Ok. et on avait déjà entendu parler des professeurs qui se retrouvaient en terminale, étant donné qu'eux, on ne les changeait jamais. Ils avaient une réputation, Ils avaient une réputation à vraiment violencer les élèves d'une façon, ça faisait peur. Mais après, comme la demoiselle a dit tout à l'heure, le baccalauréat n'est pas... On se dit que c'est quelque chose de très grand, mais après, on se rend compte que ce n'est rien d'autre qu'une ligne d'arrivée qui se transforme en ligne de départ. Alors, Dorian, dis-nous. Bon, moi, personnellement, quand j'étais en première,
j'ai été trop... j'avais trop envie d'être en terminale et de passer le bac parce que pour moi, je voyais le bac comme rien, quoi. Comme rien. En fait, pour moi, c'était que j'arrive en terminale, je gagne mon bac et enfin, je sors du lycée et tout. Donc pour moi, le bac, c'était rien, quoi. Atou Unel, dis-nous, le bac, c'était quoi pour toi avant de t'y mettre? Avant de m'y mettre, le bac, c'était juste un diplôme comme tout autre, en fait. Alors, pour moi, le bac, c'est avant tout un moyen d'accéder à une nouvelle étape de la vie. Et de la même manière que nous obtenons notre BPC, également nous obtenons notre bac de cette même manière et nous entrons dans un nouveau monde. De la même manière que nous quittons le collège pour le lycée, nous quittons également le lycée pour le monde universitaire. Et après, il s'est suivi d'étapes et... C'est le cycle de la vie. Alors Alissandre, aujourd'hui tu es en licence professionnelle. Oui. Nos parents nous disent à la maison que non, l'école était facile, moi j'étais toujours premier. Alors tu as tes frères et sœurs qui gagnent le bac à peine, ça fait 3 ans que tu as le tien. Alors dis-nous comment les choses se présentaient pour toi avant que tu ne rentres en contact avec la terminale. Avant que je ne rentre en contact avec la terminale, déjà auparavant, je voyais le bac comme une finalité. Au bout de 7 ans d'études, je me dis ouais, j'ai fini avec ces matières, je vais rentrer dans la cour des grands. Je voyais vraiment ça comme un trophée à avoir et à obtenir à tout prix en fait. Alors Myriam, dis-nous comment l'année s'est passée? L'année a été très stressante au début, surtout dans les débuts, vu que j'étais nouvelle en terminale, je venais de la première. Il y avait souvent des classiques qui influençaient les nouveaux. Genre, ici on ne s'amuse pas, si tu veux t'amuser, tu vas rester, choses comme ça. Et ça avait un impact sur moi parce que j'étais du genre à rester dans mon coin. Je n'aimais pas parler aux autres. Mais au fil du temps, je me suis habituée et j'ai vu que pour obtenir le bac, il faut travailler. Donc, pour les autres, c'était juste l'amusement. À un moment, oh non, quitte, allons, on part s'amuser. Tu penses que c'est en restant là-bas que tu auras le bac? C'est pas ça. Il faut jouer un peu avec l'école, c'est comme ça. Mais non, pour moi, j'avais juste envie de quitter le lycée. C'était ça qui était en tête, quitter, laisser un peu la tenue du lycée et avancer comme tout le monde. Naldi? Le bac, c'est d'abord soi-même. On peut dire oui, je passe mon bac, j'étudie, j'apprends pour mes parents. Mais au fait, lorsqu'on apprend, c'est d'abord pour soi-même. Okay. Donc, lorsqu'on fait les choses, lorsqu'on part à l'école, donc tu pouvais le dire et je te donne raison de n'avoir pas suivi tes amis qui voulaient t'entraîner dans des choses vraiment qui devaient te déconcentrer. Donc, je te félicite pour ça. Merci. Parce que le bac demande beaucoup de concentration et ça demande beaucoup de sacrifices. On n'a rien si on ne fait pas de sacrifices. Donc, vraiment, pour moi, le bac, c'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux. Okay, et donc, ça veut dire que tous ceux qui ont gagné le bac cette année ont fait des sacrifices? Ils ont fait des sacrifices. Il n'a pas l'air d'être du même avis, monsieur Unel. Il n'y en a pas qui ont joué, qui ont touché à une baguette magique et qui l'ont eu? Une baguette magique, je ne pense peut-être pas, parce que là, j'ai l'impression que tu veux m'emmener dans le mysticisme, en fait. Loin de moi, cette idée. En fait, si j'ai appris une chose avant de venir ici au Gabon, c'est que quand tu passes un examen, tu ne dois pas te mettre dans un état de stress, en fait. Et autrement dit, tu dois avoir un emploi du temps, tu dois être organisé. Cela revient à dire que tu as du temps pour te faire plaisir, tu as du temps pour travailler et tu prends également du temps pour tes loisirs quotidiens, tes passe-temps et autres. Okay. Je ne sais pas si c'est aller à l'église, je ne sais pas, lire, regarder, je ne sais pas, pendant 2 heures, une émission à la télé. En tout cas, tu prends le temps de te mettre à l'aise en fait, pour ne pas stresser. Parce que j'ai eu à entendre des histoires concernant des personnes qui pouvaient bien travailler au lycée, en classe, pendant les devoirs, les compositions et autres, mais une fois arrivé dans la salle d'examen, cette personne perdait totalement ses moyens à cause du stress en fait. Voilà. Et après, est-ce que le stress sur le bac d'Oriane, c'est pas d'abord quelque chose de naturel? La terminale quand même, ça signifie terminer. Il faut que tu sentes que tu n'es plus en seconde, tu n'es plus en troisième. Ouais, le stress c'est quelque chose de naturel. C'est vrai que nous pouvons le contrôler, mais normalement le stress c'est... Il faut que tu sentes que tu es en terminale, c'est pas la seconde. Ouais, voilà, effectivement, tu dois sentir que là c'est la terminale, tu dois franchir une étape et tu dois,
forcément, obligatoirement stressé. Alors, et nos amis, on t'écoute, La Nali? terminale, c'est un autre niveau, quoi. Ah bah ouais, c'est un autre niveau, c'est clair. Alors, est-ce que nos amis, les enseignants, nos parents, les enseignants, jouent un certain rôle dans ce stress-là? Il y a quand même des petites anecdotes qui vous sont racontées avant d'arriver. Ah oui. Pour moi, oui. sans te couper la parole, pour moi, vraiment, je vais parler de mon père. Ok. Oui, vraiment, ça, on ne joue pas avec l'école, au fait. Donc, je peux dire la personne qui m'a le plus stressée durant mon année scolaire 2018-2019, c'est mon père. Parce qu'il me rappelait à chaque fois, Nadi, il faut étudier. En fait, si tu n'étudies pas, tu ne pourras pas passer, au fait. Okay. Donc, c'est ça. Donc, la personne qui m'a vraiment stressée, c'est mon père. Mais je remercie le Seigneur parce que tout ce qu'il a pu faire, c'était... Je comprends que c'est pour mon bien, en fait. Et là, vraiment, je suis heureuse, j'ai mon bac. Et merci. Bah, écoute, salue-le. Coucou, papa. Moi, par contre, c'est ma maman qui m'a beaucoup stressée. Okay. C'est vrai qu'elle le faisait pour m'encourager, mais elle m'a vraiment stressée. Elle me disait chaque jour, non, tu es ma première fille, tu dois me ramener ce bac, je serai fière et tout ça. Donc, du coup, en même temps, ça me stressait, en même temps, ça me motivait. Et quand j'ai obtenu ce bac, vraiment, c'était pour elle, quoi. D'abord pour moi et ensuite pour elle. Sigourney, alors, et les enseignants, qu'est-ce qu'eux disaient, les enseignants? Les enseignants, bon. Déjà au lycée national Léon-Mba, l'année dernière au baccalauréat, on a enregistré des statistiques vraiment explosives dans les classes de terminale scientifique. Notre prof d'SVT nécessaire de nous répéter. De tous mes élèves, tous sont partis. Le prof d'histoire géo, même chose. Et nous, on est là avec le stress, on se dit, avec tout ça, comment faire pour que tout le monde parte? Moi, je ne veux pas rester. Et voilà pourquoi, comme les jeunes dames l'ont dit tout à l'heure, j'appuie. L'amitié, c'est un facteur très important. Choisissez vos amis. Déjà, moi, j'ai eu des amis, j'étais sûr que si je ratais, j'étais le seul à rater et ils devaient tous partir. Du coup, ça m'a obligé à travailler 2 fois plus pour pouvoir être à la hauteur. Alors, Alessandre, aujourd'hui, tu te retrouves en 3e année. Est-ce que c'est la même chose quand tu étais en terminale? Oui, c'était pratiquement la même chose. De toutes les façons, c'était la même chose. On ne blague pas avec l'école à la maison. À l'école, on avait des professeurs qui te disaient « Ne t'en fais pas. La somme, si tu additionnes la somme de tes notes en maths, ça te fait ta moyenne au bac. Ou ça te fait ta moyenne en maths. C'est-à-dire tu as 5, 10. Donc, au total, tu sais combien tu auras au bac. Donc, c'était un peu cette pression-là. Mais quand tu finis, tu le passes, cet examen, tu cries, tu respires, en fait. Donc, c'était vraiment ça. Je me retrouve vraiment en tout ce que vous dites. Myriam, quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées tout au long de cette année? C'était dans des matières, vraiment des matières que je n'aimais pas, mais j'étais obligée, comme en maths. Je n'aimais pas les maths. J'étais tout le temps, à chaque fois, on vient, on va travailler. J'essaie de travailler, mais rien ne rentre. Lorsque je m'en vais au cours avec notre prof de maths, il me mettait toujours devant. Allez, passe, parce que je sais que toi, si on ne te force pas, je sais que tu ne vas rien faire. Et je remercie mon prof parce que grâce à lui, j'ai quand même pu faire quelque chose et ça m'a donné mon examen. Merci, monsieur Koné. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a certaines matières auxquelles, au fait, on n'aimerait pas vraiment donner, faire vraiment des efforts. Mais moi, je conseille à toutes ces personnes-là qui nous regardent de, même si tu n'aimes pas la matière, vraiment, il faut te forcer. Alors, ces personnes te regardent par là-bas. Même si tu n'aimes pas la matière, je vous conseille vraiment de vous appliquer à l'intérieur. Parce que la matière que tu n'aimes pas, c'est celle-là qui pourra un jour te baser et faire en sorte que tu échoues. Donc, c'est mieux quand même d'avoir la base dans toutes les matières. Merci. Ouais, je me reconnais dans ça parce que lorsque j'ai pris mon relevé, j'ai remarqué que j'avais eu une forte moyenne en maths par rapport en classe. En classe, ma plus grande moyenne en maths, sans vous mentir, c'était 3. Là, au bac, quand j'ai pris mon relevé, je suis montée à 8 quand même et j'étais vraiment contente. Vu la matière que j'ai négligée à l'examen, j'ai eu 8 et cela m'a amené à avoir mon bac. Et tu le justifies par quoi? Est-ce que ça veut dire que la théorie qu'Alison énonçait tout à l'heure est vraie? C'est-à-dire que les enseignants, finalement, vous rendent la vie difficile, vous font croire que c'est dur et pour vous emmener justement à l'effort pour arriver à ces résultats-là? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on a aussi ce petit truc où on se force soi-même. Chez nous, par exemple, en terminale, on avait ce petit truc de se dire on aura le bac avec mention waouh. Donc, avec ce petit slogan-là, on se disait non, on ne peut pas aller et puis ne pas l'avoir en fait. Donc, on se donnait la force. On avait les enseignants qui nous disaient on ne passe pas le bac 2 fois. Donc, c'est-à-dire que quand vous partez là,
c'est pour la voix. Même si après le prof, il vient, il te fait dehors, tu as 5, tu as 3, tu es complètement déstabilisé. Mais au fond, tu te dis que le cadre dans lequel on te met, c'est un cadre approprié pour ta réussite en fait. Unel, on est obligé d'aimer toutes les matières en terminale? Peut-être pas aimer, mais au moins apprécier, quoi. Okay. Et au moins se donner et faire au moins des efforts. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a des matières qui sont là pour vous distraire, non? Il n'y a pas cette impression-là? En fait, tout dépend également de tes facultés, tes facultés et de tes aptitudes. Si tu sais que, par exemple, en anglais, ou je ne sais pas, en maths ou en sciences physiques, là-bas, tu as des aptitudes assez bonnes, où il te suffit simplement de regarder comment le prof a traité l'exercice pour que tu puisses directement l'assimiler. Là, en fait, tu peux juste assister à la façon dont le prof traite l'exercice et le reste, en fait, tu peux être tranquille, bon, pour ne pas déranger les autres, bien sûr, ceux qui essaient de suivre et de comprendre, mais en tout cas, si pour toi c'est OK, tu restes dans ton coin. T'es du même avis? En ce qui concerne les matières déjà, moi, c'était la philosophie. C'était vraiment la philosophie et moi, bon, on va dire, c'était pas un divorce parce qu'il n'y a jamais eu de mariage déjà. C'est formidable, elle est belle celle-là. Déjà, bon. Ok. Pour moi, en philosophie, j'avais déjà en tête que le 5/20 était une convention. Chaque fois que je devais m'asseoir devant un devoir de philo, je devais travailler d'arrache-pied, mais pour avoir 5/20. Et effectivement, mon baccalauréat, j'ai respecté ma convention. 5/20. Naldi? Moi, par contre, j'ai eu un très bon prof de philosophie, donc je ne suis pas du même avis que toi. Okay. Pour moi, les cours de philosophie, autant pour moi, c'était vraiment un plaisir parce qu'elle expliquait vraiment très bien. Ah, oui. Évidemment. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors, Unel, tu nous parles de ton petit secret. Le bac, la réussite, ça passe par quoi? Le sacrifice, la chance ou par autre chose? Déjà, nous devons avoir confiance en nous. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, nous devons nous donner les moyens d'obtenir cet examen. Se donner les moyens, c'est quoi? Assister aux cours, ne pas trop tergiverser, ne pas trop s'amuser également. Tu dois être strict avec toi-même et avant tout, n'oublions pas la prière. Voilà. C'est très bien. Myriam? Pour moi... il y a pas un peu de chance dans l'obtention du bac, non? Oui, il y a de la chance parce que lorsque je peux dire comme ça, lorsque tu fais des mauvaises choses, toutes ces mauvaises choses te rattrapent. Donc il faut de la chance surtout aussi. Alison, comment tu l'appelais? Le karma. Et ça existe, ça? Oui, tout se paye ici-bas, donc ça dépend de ce que tu as fait à autrui et puis ça te revient comme un miroir en fait. Ok. Ouais. Mais moi, souvent on se rend compte que il y a des personnes, elles font tellement de mal dans la vie, mais elles réussissent. C'est plutôt ces personnes-là, en fait, qui sont gentilles, agréables avec les autres. Tu as l'impression que vraiment, c'est la malchance, quoi. Et au niveau scolaire, est-ce qu'il y a toutes ces personnes-là qui ont séché beaucoup de cours, oui, voilà, et qui finalement se sont retrouvées aujourd'hui, je suis vraiment étonnée. Bien sûr, maintenant. Excuse-moi de te couper la parole, ça dépend. On ne sait pas ce que l'autre fait aussi chez lui quand il rentre. Il y a certaines personnes qui vont... En fait, c'est comme on dit, les moutons se baladent ensemble, ils n'ont pas tous le même prix. Il y a certaines personnes qui sont là pour inciter à la fête et tout ce qui va, mais quand elles rentrent chez elles, elle se met devant ses cahiers, elle révise, et le lendemain, elle part montrer un autre visage, c'est-à-dire elle fait sa fête, mais à la maison, elle révise. Donc, beaucoup de personnes aussi ne prennent pas en compte ce qui se cache derrière. C'est comme on dit, le bac, c'est un état d'esprit. Moi, je ne l'appréhende pas comme toi, ce qui fait que quand moi j'ai mon bac, tu peux peut-être t'étonner aussi. Il y a aussi cette petite parenthèse-là. Alors, c'est très bien, nous regardons cet élément et on revient tout de suite. « 680, Elhadji Racine Baye, École Khadim Rassoul. Numéro 266, 633, Awalo. Mention assez bien. Groupe scolaire Alwar, 696, Serigne Daouda Djambaye. Groupe scolaire Les Pédagogues. Numéro 266, 768, Koulam Diouf, lycée Lamine Gueye. Numéro 266, 624, Thérèse Lambal, candidat individuel. Numéro 266, 640, Ndeye Rokhaya Lo,
école privée complexe académique Dakar Edu. Numéro 266 727, Mamadou Diop. Numéro 266 720, Ndeye Fatou Diop, école privée laïque, les pédagogues prestige. Numéro 266 747, Souleymane Diop, groupe scolaire Alwar. Numéro 266 de la Fosse. Numéro 266 755, Aïssa 799, Lamine Gueye, Abdou Mbaye. Numéro 266 761, Binta Anik Diouf, groupe complexe scolaire Ababakar Lay. Lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Numéro 266 827, Awa Cheikh Si, groupe scolaire Alwar. Numéro 266 846, Moussa Choy, lycée mixte Maurice de la Fosse. Numéro 266 855, Anna Joséphine Watt. Alors les amis, on sait tous que le bac, c'est un diplôme qui nous donne accès aux études universitaires. Alors est-ce que vous avez bénéficié d'une orientation dans le choix de ce que vous voulez faire pour l'université? On va peut-être commencer par Alison. Aujourd'hui, tu es en licence professionnelle en comptabilité et contrôle. Depuis le lycée, c'est ce que tu voulais faire? Non, principalement, je voulais être dans les énergies renouvelables. Et comment tu te retrouves là-dedans? Donc, je me retrouve là-dedans comme dernière roue de secours. Qu'est-ce que je vais faire? La rentrée arrive et principalement, il y a le concours de mon école supérieure qui est là. Donc, je rentre à l'intérieur. Et pourquoi tu ne te retrouves pas dans ce que tu voulais faire? Est-ce que c'est une mauvaise gestion du temps entre la fin des études, du bac, voilà, et le début de l'université? Déjà parce que principalement, hormis tout ce qui est énergie, développement durable, hormis tout cela, ce que moi principalement je voulais faire, c'était tout ce qui est audiovisuel, principalement. Mais par la suite, tu commences à voir un peu les réalités du pays, tu commences à basculer ta formation, à changer tes projets d'avenir et tu te dis, bon, je vais aller dans tout ce qui est énergie renouvelable. Ce n'est peut-être pas parce que la question n'a pas été mûrie un peu plus tôt, non? Non. Ok. Donc, et par la suite, ce qui fait qu'avec les ressources financières de la famille, tu adaptes et tu cadres ton projet professionnel et ton projet d'études aux réalités qui s'y est en fait, selon la personne. Alors les amis, dites-nous, est-ce que vous avez bénéficié d'une orientation? Toi, tu sais déjà ce que tu veux faire pour l'université, Sigourney? Bien sûr, mais j'ai plusieurs choix. Déjà, tu as plusieurs choix? Oui. L'année après, bientôt, la nouvelle rentrée arrive et tu sais pas encore, tu sais pas ce que tu vas faire, c'est ça? En quelque sorte. Ok, je t'écoute, désolé. Bon, déjà j'aime beaucoup ce qui est mécanique, ce qui est machine et innovation. Donc j'avais prévu de poursuivre mes études soit en génie électronique, soit en génie électronique, du moins mécanique. Mais au cours de mes visites répétées dans les salons d'étudiants, on m'a dit de nos jours, du moins au XXIe siècle, au lieu de faire un génie électronique ou informatique, tu peux faire de la mécatronique. C'est-à-dire tu combines un génie mécanique, électronique et industriel. Au lieu d'embaucher un génie industriel ou un génie en électronique, on embauche un génie en mécatronique qui pourra comprendre toutes sortes de systèmes de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. En fait, il fait une espèce de voyage dans le temps grâce à ses connaissances. Ça te passionne déjà? On voit bien la façon à laquelle tu dis ces choses. Bien sûr. J'ai beaucoup cherché dessus et j'ai vraiment aimé. Je comprends que si je finis par poursuivre dans cette lancée, je n'aurai jamais à travailler de ma vie parce que j'aurais fait ce que j'aime. Mais après, est-ce qu'au niveau de l'établissement, il n'y a pas des conseillers d'orientation, des personnes qui t'ont assisté, orienté dans le choix Bien sûr. Faire. Oui. Dans le choix, déjà, les universités qui se présentaient à nous, je suis dans une classe... Non, je parle de l'orientation de la filière d'études. Ah d'accord, la filière. Non. Non. Dorian, il n'y a pas de conseiller d'orientation à l'école? Si. Ils font quoi ces gens-là? Ils viennent dans les salles des classes, précisément les classes de terminale. Ils nous apportent certaines fiches à remplir, c'est-à-dire on choisit la filière qu'elle on devra poursuivre à l'université. Et toi, tu sais ce que tu vas faire à l'université? Je sais. Tu vas faire quoi? Le droit. Le droit? Oui. Le droit, c'est comme un arbre qui a plusieurs branches et on ne sait pas lequel des fruits aller chercher. Le droit des affaires. Le droit des affaires. Passe le micro à ton collègue Unel. Moi, personnellement, je n'ai pas eu de conseil d'orientation. Oui, non.
chez moi, c'est la famille qui t'oriente par rapport à tes goûts, en fait, vu que tu discutes tout le temps avec ta famille et tout. En fait, pour moi, ce sont les meilleures personnes qui peuvent, en quelque sorte, te guider, en fait. Parce que, et il y a également toi-même. C'est avant tout par rapport à tes propres envies. Okay. Après tout, dans la vie, nous faisons ce que nous voulons et ce que nous aimons. Voilà. Donc, mais ensuite, avec les réalités également du pays et également les perspectives d'avenir, il arrive que nous puissions couper court pour les projets que nous avions et envisager d'autres. Couper court, qu'est-ce que ça veut dire? Couper court, ça veut dire stopper net en fait. Tu voulais faire le droit, tu vois couper court, stopper net, voilà. Ça ressemble à la même chose. Non, je vois pas. Non, mais couper court, ça veut dire mettre un terme direct en fait à ce que tu voulais faire. Par rapport à certaines réalités, ça peut être du côté financier, ça peut être par rapport à, je ne sais pas, ce que tu envisageais si ça n'a pas un bon rendement plus tard ou si après avoir fini tes études, une fois avoir obtenu ton diplôme, tu te retrouves à faire 2-3 ans de chômage en fait. Parce que nous finissons nos études avant tout pour obtenir de l'emploi. C'est clair. Voilà. Et si après avoir fini tes études, tu ne te retrouves avec un emploi stable, sûr, bah, c'est que tu as raté en fait. Et c'est pourquoi il faut une adéquation entre emploi et formation professionnelle. Bien sûr. Naldi, est-ce que ce n'est pas le rôle justement des conseillers d'orientation de prendre les informations par rapport à la politique gouvernementale, vous les présenter au niveau de l'établissement pour orienter vos choix? Normalement, c'est ce que les conseillers sont censés faire. Et c'est pas ce qu'ils font, non? C'est pas ce qu'ils font, malheureusement. Et donc toi, tu feras quoi à l'université finalement? À l'université, je vais me lancer dans le management des entreprises. Le management des entreprises, t'as entendu ça où? T'es sûr que c'est le meilleur choix pour toi? Bon, c'est vrai que j'ai un peu pris exemple sur mon grand frère. Ok. Donc, au fait, il m'a beaucoup inspiré et j'aimerais me lancer à l'intérieur parce que ça me plaît au fait. Okay. Donc, c'est pas seulement mon grand frère qui me l'a inspiré, mais parce que ça me plaît et c'est ce que j'aimerais faire. Okay. Myriam, toi, tu vas faire art et beauté à l'université? Non, pas du tout. Moi, je vais faire aussi le droit comme ma collègue. Et finalement, le droit, c'est pour juger qui déjà? Moi, au fait, j'ai ma grande sœur qui fait déjà le droit. Okay. Donc, elle va juste m'orienter. Et j'aime bien ça. Je trouve que c'est assez... ça rend responsable. Et c'est bien, au fait. Au moins avoir dans la famille quelqu'un qui peut parler lorsqu'il faut parler. Pas du genre juste venir raconter. Mais ça te donne des responsabilités, au fait, dans la famille. C'est ça. Alison, comment tu te positionnes par rapport aux positions de tes confrères et consoeurs ici? Pour être en 3e année actuellement, tu as quand même fait un petit chemin. Est-ce que tu penses que le choix qu'ils font, la façon dont les choix sont faits, il y a de l'objectivité là-dedans? Ben, ça dépend de tout un chacun, s'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, la famille, les ressources et tout ce qui va avec. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est plus ou moins, est-ce qu'il y a de l'objectivité? Nul ne peut le dire. C'est-à-dire, d'autres ont reçu des conseils de personnes ayant déjà vécu la chose. C'est-à-dire, dans le cadre de mademoiselle, elle a sa grande sœur avec qui elle peut partager certaines expériences, avec qui elle peut déjà prévoir et anticiper sur ce que c'est que le droit, sur ce que c'est que la formation en droit, les disciplines qu'elle verra et tout ce qui va avec. Entre-temps, on a d'autres personnes qui se jettent directement dans le bain. Okay. Pour mon cas, je me suis jetée directement dans le bain en ce qui s'agit de la comptabilité en fait. Donc, ça dépend en fait, ça dépend. Il n'y a pas un système mis en place prêt pour dire que oui, lorsqu'un étudiant arrive en terminale, il sait concrètement à quoi il s'attend. C'est-à-dire, je suis en terminale, j'ai toutes ces formations-là qui sont là disposées devant moi. Ces formations vont m'emmener vers tel débouché, ces formations vont me permettre de voir telle ou telle discipline à l'intérieur, ces formations vont me permettre de gagner plus ou moins un salaire qui varie entre temps et temps. Il n'y a pas plus ou moins ces dispositifs qui sont mis en place. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'étudiant, il est confronté plus ou moins à lui-même en fait, il est confronté à lui-même et il trouve ses solutions soit auprès de la famille, soit auprès d'Internet. Mais après, est-ce que ce n'est pas un mal d'y penser seulement quand on arrive en terminale? Après, ce n'est pas un mal d'y penser quand on arrive en terminale. C'est comme je le disais, ça dépend. Okay. C'est un mal pour certains, c'est un bienfait pour d'autres. C'est-à-dire, c'est un mal pour certains, c'est-à-dire c'est que tu te rends compte en terminale, qu'est-ce que je vais devenir demain? Il y en a même qui pensent après le bac, c'est-à-dire l'examen est passé, et tu te rends compte nous sommes en juillet, 2 à 3 mois avant la reprise de l'année scolaire. Qu'est-ce que je vais faire? Okay. Donc, ça dépend.
J'aimerais ajouter que c'est pas facile de faire un choix. Bon, on a commencé depuis le jardin. Ce sont nos parents en fait qui nous ont poussés. En fait, c'est eux qui ont choisi la direction que nous devons prendre. Donc, lorsque tu arrives au terminal, tu te rends compte que c'est peut-être tes parents qui ont le droit maintenant de choisir. C'est maintenant toi-même. Et là maintenant, tu te rends compte que c'est un peu difficile parce que bien évidemment, comme le disait Marvin, tu n'as pas réfléchi avant parce que tu disais que les parents sont derrière. Mais les parents ne seront pas toujours avec nous. C'est ça qu'on oublie. Oui, c'est un peu difficile. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un système qui est mis en place pour aider, accompagner et orienter. C'est vrai, on a le service d'orientation scolaire dans des écoles, mais je dirais qu'il n'est plus adapté. Le service n'est plus adapté. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas en terminale qu'on doit commencer à parler aux étudiants de leur avenir. C'est plus ou moins à partir de la seconde. À partir de la seconde, un étudiant doit savoir que si je pars en S, si je pars en série scientifique, voilà ce qui vient. Voilà. Et à partir de là, au fur et à mesure, il va affiner son projet. Au fur et à mesure, il va se dire, OK, voici ce que je veux faire, voilà les écoles, est-ce que mes parents peuvent m'accompagner ? Pour cela, est-ce que j'aurai la bourse ? Et pour avoir la bourse, je dois avoir combien ? Donc c'est plus ou moins à partir de la seconde que l'on doit commencer à réfléchir. Et c'est dommage parce que nous tous, nous sommes passés par là, je suis passée par là, et vous aussi maintenant. C'est maintenant plus ou moins en terminale que l'on commence à se demander, OK, demain je vais faire quoi ? Alors les amis, il faut que je vous le dise parce que Internet se plaint, les parents se plaignent et on se demande finalement est-ce qu'on célèbre un diplôme ou est-ce qu'on célèbre un niveau ? Vous êtes en terminale ? Ah non, vous êtes maintenant des étudiants et il y a quelqu'un qui a écrit sur Internet « Je suis né pour briller ». Et à la façon à laquelle il a écrit ça, je vous rassure qu'on se demande si c'est quelqu'un qui vient d'arriver en terminale. Dites-nous, Unel, on dirait que tu sais où je vais en venir. La dictée, elle s'arrête en quelle classe ? D'où je viens. Okay. La dictée, elle s'arrête en 3e. Ok. Voilà. Et donc à partir de la seconde, on ne fait plus de dictée ? Non, on entre dans les dissertations et autres. Et est-ce que dans les dissertations, on corrige les fautes ou on corrige l'idée ? Bien sûr, on corrige les fautes. également les fautes. Ah, c'est très bien. Les dans ton établissement, il a dit là où il vient. Et autres. Et là où tu viens, Naldi ? Oui, dans mon établissement, on corrige aussi les fautes. En terminale. Et on retranche des points lorsqu'il y a des fautes qui se mettent en évidence ? Certains profs sont vraiment très stricts avec les fautes, en fait. Donc, certains profs et pas tous. Il y a même mon prof de philo, elle disait que les fautes lui donnent les mots des têtes. C'est formidable. Myriam, dans ton établissement, on ne corrige pas les fautes, tu me rassures. Si, on corrigeait les fautes. Jusqu'en terminale ? Jusqu'en terminale. Et quand il y a 3 fautes, ça fait des points en moins ? Ouais, on t'enlève les points parce que pour un élève de terminale, ce n'est plus adaptable. En fait, c'est ça, les professeurs se basaient déjà sur nos études passées depuis la 6e. Donc pour eux, lorsqu'un élève de terminale aborde une dissertation, on doit éviter au maximum les fautes parce que ça retranche les points. Et qu'est-ce que tu peux dire sur la situation actuelle ? Parce qu'on ne s'est pas permis de faire passer des images, il y a des gens qui le disent, il y a des choses que nous voyons sur Internet, la façon à laquelle certains nouveaux étudiants écrivent la langue française. Le problème vient d'où ? Pour moi, je pense que le problème vient sûrement des classes antérieures. C'est sûr que lorsqu'on n'aime pas en fait, l'orthographe, on n'aime pas lire, tout ça, ça nous rattrape, c'est sûr. Et j'aimerais ajouter qu'il y a des personnes qui apprennent seulement pour un seul but. Lequel ? Donc, je peux dire le bac. Donc, okay. Lorsqu'ils ont leur bac, ils se disent que c'est fini, comme elle pouvait dire, que c'est fini, le bac c'est la finalité, donc j'ai plus besoin de corriger quoi que ce soit, puisque c'est les fautes, pour moi, ils se disent que les fautes c'était seulement lorsque j'étais sur le banc de l'école, alors que lorsqu'une personne qui montre à travers en fait, ce qu'on écrit, on peut déjà savoir ce que tu es. Donc lorsque tu écris mal, lorsque tu écris avec plein de fautes, je ne vois pas vraiment comment on peut te prendre au sérieux. Et c'est vraiment très compliqué pour ce genre de personnes lorsqu'ils vont se présenter dans une entreprise et demander un travail. En fait. C'est vraiment compliqué. Si on te voit déjà, on voit déjà la manière dont tu écris. Bon, moi, je vais te dire... Oui. Vraiment... Il y a tellement de fautes. Exactement. Ça donne vraiment les mots des têtes. Je vais laisser... on va te mettre de côté pour prendre quelqu'un. Effectivement. C'est-à-dire que
À un moment, il y a un certain laisser-aller chez les étudiants, que ce soit chez les élèves de 3e. Je prends toujours ce petit cycle, parce que c'est à partir de la 3e ou seconde que tu commences plus ou moins à grandir. Et donc, il y a un certain laisser-aller et les gens étudient juste pour la moyenne. C'est-à-dire qu'ils ne se disent pas que, bon, le français, c'est parce que j'ai devoir demain que je vais étudier. Mais entre-temps, moi, je le dis à mes petits frères et à tout le monde, je le dis, l'anglais, même l'anglais s'étudie. L'orthographe s'étudie, c'est-à-dire de manière à ce qu'elle reste gravée dans ton cerveau, dans ta tête. Tu sais que si je dois écrire tel mot, je l'écris comme ça et pas comme ça. J'appellerais ça du laisser aller. Les élèves de nos jours, ils ne se rendent pas compte qu'après la scolarité, ils sont confrontés à autre chose de plus grand. Surtout chez les scientifiques, parce que vous, avec les calculs, le français, c'est pas trop toi. C'est vrai, c'est vrai. Je te l'accorde déjà. Ah, c'est très bien. Bon, le français, bon... On n'aime pas lire, c'est vrai, on n'aime pas réviser, on n'est plus habitué à bûcher, c'est ça. Mais en ce qui concerne le français, déjà moi, je passais mon temps à m'ennuyer dans les livres. J'ai beaucoup lu dans la petitesse, c'est-à-dire quand mon père achète un journal, je le lis pour lui, mon grand-père, je le lis pour lui, et au final, j'ai fini par regarder le virus de la lecture et je ne peux plus m'empêcher de lire en fait. Alors il y a un poète, d'ailleurs, puisqu'on parle du français, c'est monsieur Victor Hugo, un très grand poète, et d'ailleurs l'un des meilleurs de son temps. Voilà, et il a dit ceci: celui qui ouvre une porte d'école ferme une prison. Qu'en penses-tu? Bon, je pense que la citation est assez claire. Comment faire fermer une prison? Un intellectuel dit intellectuel, c'est-à-dire ayant une jugeote assez élevée, ne peut pas s'adonner à des activités pouvant le conduire en cellule, vu que pour lui, rien n'est plus important que sa liberté. C'est évident. Naldi, celui qui ouvre une porte d'école ferme une prison. Il faut dire que lorsqu'on parle de l'école, on voit l'instruction. Ok. L'école, c'est une occupation. Donc, un enfant ou une personne qui va à l'école, il passe au fait beaucoup de temps à l'école. Donc, je peux parler de 7h jusqu'à 16h. Et lorsqu'il revient, en fait, il n'a pas assez de temps pour faire des activités, je peux dire, illicites, des activités, si je peux le dire comme ça, des activités illicites où il n'a pas le temps de traîner dans la rue. Donc, c'est un peu pour dire que ces personnes-là, au fait, qui n'ont pas ce temps-là, demain après-demain, elles ne deviendront pas, bien sûr, des délinquants ou des criminels. Okay. Mais lorsqu'on parle de la prison, ce sont des délinquants ou des criminels que l'on voit à l'intérieur. Donc, c'est un peu ça lorsque Victor Hugo dit que celui qui ouvre une porte d'école ferme une prison. Est-ce que M. Hunel est du même avis? Déjà, l'ignorance est une maladie, ça nous le savons tous. Okay. Et donc, par le moyen de l'école, nous avons une multitude en fait de portes ouvertes devant nous. Bien sûr, ce n'est pas parce que nous faisons l'école que nous n'allons pas forcément nous retrouver en prison. Parce que tu peux également aller à l'école, t'instruire et plus tard entrer dans des magouilles qui te conduiront forcément, tôt ou tard, en prison. Et donc, je crois que tout est d'abord une question de valeur morale en fait. Okay. Voilà. Une fois que tu vas à l'école, tu acquiers des facultés que d'autres n'ont pas. Et à travers ces facultés-là, tu as une conscience morale qui te permet de distinguer le bien du mal. À partir de là, tu sais que faire et quoi faire en fait. Alessandre, tu te prononces? Oui. Alors, je suis d'accord avec M. Hunel. Pourquoi? Parce que prendre le sens propre de la citation correspond à plus ou moins à l'époque dans laquelle Victor Hugo l'a écrit. Parce que de nos jours, bien qu'il y ait des écoles, bien qu'il y ait des gens dans ces écoles, des étudiants, des élèves, on retrouve bon nombre de jeunes dans des prisons. Quand je prends le sens de la porte, ouvrir une porte d'école, je le prends comme étant la connaissance. C'est-à-dire mettre à disposition la connaissance, l'apprentissage et tout ce qui est conscience, tout ce qui peut permettre la conscience d'un individu. Et par la suite, quand je prends la prison, je vois plus ou moins tout ce qui est dérive, tout ce qui est délinquant. C'est comme M. Hunel l'a dit, tu peux avoir fait l'école et te retrouver en prison bien plus tard. Et donc c'est plus ou moins cela en fait. C'est-à-dire qu'on doit mettre plus ou moins à disposition la connaissance. La connaissance peut-être, tu peux apprendre, on apprend tous les jours. Okay. Tu peux apprendre en étant à l'école, tu peux apprendre en étant même dans la rue, mais l'objectif ici c'est de réveiller plus ou moins la personne, la conscience. De se dire qu'à partir de là, ça peut me permettre d'aller ailleurs. Aujourd'hui, je ne veux plus être celui que j'étais hier, en fait.
Donc c'est plus ou moins ça ma... Dorian, on va t'écouter là-dessus. Bon, moi, je dirais, j'irais dans le même avis que mademoiselle Nali. Pour un élève qui passe la majorité de son temps à l'école, c'est-à-dire de 7h30 à 16h, il n'a pas le temps pour autre chose, c'est-à-dire la délinquance. Vu qu'il fait toute la journée à l'école, lorsqu'il rentre, il a un petit temps pour dormir, manger. Et lorsqu'il se réveille, il se met au travail. Or que pour celui-là qui ne va pas à l'école, il n'a pas en fait, comment dire... il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire de toute sa journée. C'est-à-dire, il s'est dit, pour lui, il sort, il s'amuse et tout. Et au finish... il se retrouve en prison. Donc, il y a une grande possibilité. Plus ou moins, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que tu peux bien aller à l'école et faire et poser des délits. C'est-à-dire poser des actes criminels. Tu peux bien aller à l'école, être studieux et avoir ce petit passe-temps-là de braquer, de voler, de faire des tirs à la volée. Donc, c'est vraiment... Moi, je me dis, c'est pas parce que tu pars à l'école que ça ne t'assure pas d'être un jour en prison, en fait. Et c'est pour ça que je dis, la connaissance, tu peux l'avoir partout. Mais qu'est-ce que tu fais de la connaissance, là, en fait? C'est plus ou moins ça, en fait. Ok. Alors, tu veux rebondir là-dessus? En fait, je voulais soutenir ce qu'elle a dit. Ok. À l'exemple de nos infrastructures que nous avons ici, nos écoles et autres, nos établissements, bien que certains élèves arrivent et s'instruisent, n'oublions pas qu'il y a parmi eux des délinquants. Ok. Ceux que nous appelons couramment les bangandos et autres. Oui, ces personnes-là, ces individus-là qui arrivent à poignarder même leurs propres collègues juste pour récupérer ou pour lui arracher son bien. Donc le fait d'aller à l'école n'est pas forcément un moyen de ne pas aller en prison. Non, tout dépend en fait de la conscience morale en fait, de l'individu. Alors j'aurais aimé que Victor Hugo l'écoute s'il était encore des nôtres. Alors les amis, je vous invite à vous lever avec nous parce qu'on va prendre un vol et on va directement en Tanzanie sans escale dans notre rubrique Les mots d'ailleurs. Bienvenue en Tanzanie. Aujourd'hui, nous parlerons le Swahili et nous allons commencer par Monsieur Sigourney. Entre-temps, nos amis vont porter leur chemise d'école parce qu'à la fin, nous allons danser le bachokado. Alors, on t'écoute. Masono ya kweli ni ya ambayo umfundisha vituko maisha ya mwanadamu. Mungu awabariki wana wa Afrika. Alors Dorian, j'apprécie beaucoup ton habit. C'est très mignon. Tu vas t'essayer. Ok. Masono ya kweli ni yale ambayo fundisha vitu kwa maisha ya mwanadamu. Mungu awabariki wara wa Afrika. Alors, Monsieur Unel, c'est pas du Mina, on n'est pas au Togo ici, mais tu peux t'essayer. Nasono ya kweli ni yale ambayo umfundisha vituko maisha ya mwandana. Nunga awabariki wana wa Afrika. Naldi, tu vas t'essayer. Masono ya kweli ni yale ambayo kufundisha vitu kwa maisha ya mwanadamu. Mungu awabariki wana wa Afrika. Masono ya kweli ni wale ambayo mfundisha vitu kwa maisha kwa namu. Nunga awabariki wana wa Afrika. Masono ya kweli ni yale ambayo unfundisha vitu kwa maisha
Yamwandama, Nungo, Allez, Alison. Nungo awabariki wana wa Afrika. Masomo wa kweli ni yale ambayo hufundisha vita mwa maisha wa mwanadamu. Mungu awabariki mwana Afrika. Les vraies études sont celles qui apprennent des choses à la vie humaine. Que Dieu bénisse les enfants d'Afrique. Nous rejoignons Marussia dans notre rubrique Entre nous. Bienvenue mesdames et messieurs dans la chronique Entre nous. Aujourd'hui sur le plateau de Forum Ado, nous avons reçu nos jeunes bacheliers. Ces jeunes qui ont pu gravir l'échelon du lycée pour arriver à l'étape suivante, c'est-à-dire l'étape universitaire. Aujourd'hui sur notre plateau, nous recevons un invité spécial à qui je vais laisser l'opportunité de se présenter. Alors bonjour monsieur. Alors bonjour mademoiselle Marussia, je me présente Ondoazé Mehdi, cofondateur d'un cabinet d'orientation à l'étranger pour jeunes bacheliers. Ah d'accord, pour jeunes bacheliers. Donc par exemple, moi quand j'ai eu mon bac il y a un siècle, vous étiez capable de m'orienter. Exactement, et on est toujours capable de vous orienter. Mais où étiez-vous? Alors monsieur Mehdi, vous êtes gabono-marocain. Exactement. Vous aidez les jeunes aujourd'hui à s'orienter après le bac. Alors pour nos jeunes aujourd'hui, par exemple moi, j'ai fait une série B et je me suis retrouvée à faire un diplôme que je ne citerai pas, mais qui n'a rien à voir avec ma série. Alors vous, qu'est-ce que vous auriez pu me conseiller justement après mon orientation post-bac, pour mon orientation post-bac? Déjà en terminale, il y a plein de jeunes qui arrivent à cette classe-là et c'est une classe très décisive pour la suite des études. La plupart sont paumés, sont un peu perdus, ne savent pas où s'orienter, quoi faire. Alors pour ceux-là en général, on leur propose pour les séries B des orientations vers les troncs communs. Quel est l'intérêt d'un tronc commun dans une école de commerce, qu'elle soit au Maroc, ailleurs à l'étranger? L'avantage, c'est que lorsque l'enfant intègre, ou l'étudiant intègre ce tronc commun, il a la capacité de toucher à tout. Il touchera un peu de finance, il touchera un peu de marketing, il touchera un peu de communication, il touchera un peu de ressources humaines, il touchera un peu de droit. Et au fur et à mesure qu'il avance, c'est-à-dire en deuxième année, il gagnera certaines aptitudes et il pourra mieux savoir c'est quoi la finance, c'est quoi la gestion, c'est quoi le marketing. Et au bout de la troisième année, il pourra être à même de pouvoir se convaincre lui-même et convaincre son choix et de dire moi je vais faire la finance parce que je connais c'est quoi la finance, je vais faire la gestion parce que je connais la gestion. Et en troisième année ils se séparent tous. L'inconvénient c'est ça, c'est qu'en terminale vous avez par exemple des jeunes qui vous disent ils veulent faire droit. Le problème c'est qu'à part la terminale ils connaissent pas c'est quoi le droit, ils connaissent pas les matières qu'il y a dans le droit, ils connaissent pas les matières qu'il y a dans la finance. Tout ce qu'ils savent c'est les matières qu'ils ont eu à faire en terminale. Et quand il n'y a pas eu une orientation dans les classes antérieures, c'est-à-dire en troisième, souvent ils font des choix à plus de 80% qui ne correspondent pas à leur personnalité et aptitudes personnelles. Alors par exemple, nous vivons en Afrique. La majorité des orientations en Afrique sont faites par les parents. Par exemple, si j'ai fait une série D, mon père voudrait que je sois médecin ou que je fasse forcément tout ce qui va dans cette optique. Alors vous, votre point de vue par rapport à cette partie-là, de dire qu'aujourd'hui la majorité des orientations sont faites par les parents, quel conseil vous pouvez justement donner à nos parents vis-à-vis de ce point de vue? Parce qu'aujourd'hui, je me retrouve en train de faire une série que je ne nommerai pas, justement parce que mes parents avaient décidé ainsi. Alors, quel conseil vous pouvez donner aux parents qui font comme les miens? Déjà que les parents devraient comprendre qu'il faudra arrêter avec cette manie-là qui est de vouloir influencer les enfants parce que par expérience, vous avez des parents qui veulent, lorsqu'ils n'ont pas réalisé leur rêve, ils veulent retransposer ça sur l'enfant. Ils aimeraient que l'enfant le réalise à leur place. Sauf que l'enfant ne partage pas les mêmes aptitudes, ne partage pas la même passion. Et aujourd'hui, il faut dire que le monde évolue. Les métiers d'il y a 10 ans n'existent pratiquement pas et n'existeront pas dans les 10 prochaines années. Le monde change, il y a de nouveaux métiers et il faudrait qu'on arrive à remettre au centre du projet l'individu. À travers des tests d'orientation, des questionnaires et que les parents comprennent que le choix d'une orientation doit se faire d'abord par rapport à la personnalité d'un individu. Alors pour vous, est-ce qu'il est forcément nécessaire que lorsqu'il n'y a pas par exemple une filière dans un pays, la personne soit appelée à aller faire ses études par exemple sur un point de vue panafricain, à l'étranger on va dire? Est-ce que c'est nécessaire?
Bah alors ça dépend, déjà ça dépend, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Il y a le coût des études, est-ce que la personne va financer elle-même, est-ce qu'elle peut financer. Mais aujourd'hui vous savez on vit à l'ère des réseaux sociaux, d'internet. YouTube, je l'appelle moi c'est l'école, hein, c'est l'école du futur, c'est l'école même du présent, on peut tout apprendre sur YouTube. Aujourd'hui quelqu'un il veut faire un gâteau, il veut monter une étagère, il veut changer une roue, il veut apprendre à monter un logiciel, il va sur YouTube. Donc ce n'est pas tant nécessaire, surtout parce qu'il faut dire le coût des études à l'étranger est très 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 élevé. Pour les personnes qui ne peuvent pas y aller, elles peuvent se former sur Internet. Au lieu de perdre le temps à aller sur Facebook, Google et autres. Au lieu de quitter mon chéri, je peux suivre les cours sur YouTube en fait. Vous pouvez vous former vous-même. Et moi j'en suis le parfait exemple parce que moi je suis allé au Maroc, j'ai fait quoi? J'ai fait du droit. Une licence en droit, ensuite j'ai fait un master en commerce, ensuite j'ai fait un master en stratégie marketing, puis je me suis retrouvé à faire de l'orientation professionnelle qui n'a rien à voir pratiquement avec ce que j'ai eu à faire. Mais je me suis formé, j'ai pris des cours de psychologie, j'ai regardé des vidéos, j'ai fréquenté des experts et c'est riche de toute cette expérience-là qu'avec mon collaborateur, on s'est lancé à l'aventure et chaque jour c'est plaisant parce que c'est une passion. Et on apprend chaque jour, on n'arrête jamais d'apprendre, que ce soit à l'école ou hors de l'école. Alors, vous avez dit que vous avez un cabinet d'orientation. Selon vos données statistiques, par exemple, combien d'étudiants environ quittent leur pays pour aller apprendre à l'étranger? Si je vous prends le cadre du Gabon, ils sont plus de 500. Ils sont plus de 500 à aller. Et là, je vois les chiffres à la baisse. Ils sont plus de 500 à aller au Maroc. Mais à sortir au niveau du Gabon, ils sont plus de 5000. D'accord. Est-ce que comme ça, vous avez quand même des étudiants de l'étranger qui désirent venir vers le Gabon? Encore une fois, j'en suis le parfait exemple. Moi-même, après la fin de mes études, j'ai travaillé au niveau du Maroc avec mon collaborateur. Puis après, on a décidé on était très passionnés par le monde de l'entrepreneuriat. On a eu la chance en fait d'aller dans des écoles qui se contentaient pas de nous donner juste un bout de papier, un diplôme, mais qui nous ont donné les aptitudes de pouvoir créer nous-mêmes de la richesse. On est rentré et c'est ce que l'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire on essaye d'orienter les jeunes par rapport à ce qu'ils aimeraient faire, mais aussi on les invite à venir mettre en pratique leurs compétences au service de leur nation. Et au Gabon, il y a pas mal de choses à faire. Alors, une dernière question. Vous, en tant qu'expert, les assistantes sociales qui aident à l'orientation, est-ce que vous avez votre point de vue là-dessus? Est-ce qu'elles servent vraiment ou est-ce qu'on peut s'en passer? Alors non, sans passer, je dirais non. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'il faut féliciter déjà ces conseillers d'orientation qui donnent de leur temps et souligner par contre que ce n'est pas facile. Vous savez, vous avez un lycée comme Léomba, l'orientation n'est pas quelque chose qui se fait seulement en terminale, c'est quelque chose qui se fait depuis la 6e. Et vous avez des élèves, ils sont à combien? Juste les classes de terminale à Léomba, ils sont à plus de 1000. Bon, vous avez 3 conseillers d'orientation qui doivent gérer plus de 8000 élèves dans un établissement avec les moyens qu'on connaît, sans ordinateur, sans connexion internet, sans ouvrage. C'est assez compliqué pour ces personnes-là de suivre ces élèves. Après, les conseils d'orientation ont leur rôle, mais il faudrait que les structures, les organismes, l'État les accompagnent davantage et que des structures comme la nôtre proposent aussi leurs services, parce que c'est le privé, et tous ensemble mettre en place un meilleur suivi des élèves gabonais. Alors, environ les études à l'étranger, on est dans les combien de francs CFA, s'il vous plaît? Par exemple, pour les études au Maroc, on est dans combien de francs CFA? Bon, vous savez, c'est relatif. Vous avez des établissements qui vont de 1 million à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça dépend. Mais en général, lorsqu'un parent veut envoyer son enfant, il doit prendre en compte certains critères. Celui d'abord de la reconnaissance du diplôme étatique, parce que ça ne sert à rien d'envoyer son enfant à l'étranger pour qu'il vienne après avec un diplôme qui n'est pas reconnu. Il faut prendre en compte la formation. Vous avez le cas des personnes qui veulent aller faire finance au Maroc. Oui. On fait finance à BBS, par exemple au Gabon. Même si le système éducatif, on veut nous faire croire qu'il est en lambeau. On forme encore bien au Gabon, mais s'il va à l'étranger, quel sera le plus qu'il aura dans l'établissement? Vous avez la qualité du corps enseignant, etc. Donc, en général, le conseil qu'on donne aux parents, c'est qu'au niveau du Maroc, pour compter sur une bonne école en termes de rapport qualité-prix, il faut compter 2 millions. Mais vous savez, les parents, ils sont assez têtus. On reçoit des parents, par exemple, qui vont dire « Moi, j'ai trouvé une école à 1,2 million sur Internet. » Et c'est là souvent le problème, parce que les gens tellement cherchent les écoles moins chères et ils tombent dans le coup des écoles qui ont des publicités mensongères. Vous savez, tout le monde peut faire un site Internet, mais sur place, la réalité est tout autre. Le bâtiment qu'on vous a vendu sur le site Internet, c'est une petite maison avec des chaises un peu partout, par-ci, par-là. Et beaucoup, souvent, tombent dans ces pièges que je viens de citer.
D'accord, donc un mot de fin, d'accord, un petit conseil pour nos bacheliers, nouveaux bacheliers 2019. Vous, en tant qu'expert, quel conseil pouvez leur donner par rapport à leur orientation post-bac? Un petit mot, une petite phrase, un petit truc là pour ne pas que je quitte mon chéri et aller apprendre à l'étranger là. Le mot que je pourrais leur donner, c'est déjà de prendre en compte la réalité économique. Le chômage est un fléau qui frappe beaucoup les jeunes. Aujourd'hui, arrêtez de croire que c'est parce que vous allez à l'étranger que vous allez avoir une avance sur ceux qui sont restés au Gabon. Non. Aujourd'hui, vous devez privilégier, comme on le dit souvent, des écoles qui vous inculquent la notion d'entrepreneuriat. Un entrepreneur, c'est pas quelqu'un juste qui crée sa big boîte. On peut être entrepreneur dans la finance, on peut être entrepreneur dans la logistique, on peut être entrepreneur dans les ressources humaines, mais il faudrait que les jeunes Gabonais apprennent à avoir une plus-value. C'est-à-dire que lorsque celui qui est resté à l'Institut de gestion qui fait finance et toi qui es là en finance, il faudrait que tu aies un plus par rapport à cette personne. Et j'invite aussi les jeunes Gabonais à suivre leur passion, à ne pas être des personnes, aux jeunes étudiants africains, à suivre leur passion, à ne pas être des personnes frustrées parce qu'après ça ne servira à rien. C'est leur vie. Aujourd'hui, comme je le disais, je vous invite à suivre votre passion, à faire des études qui vous correspondent, qui vous ressemblent et à aimer en fait. Comme Confucius le disait, si vous aimez ce que vous faites, vous n'aurez jamais à travailler un seul jour de votre vie. Et moi, aujourd'hui, je suis l'exemple. J'ai suivi des études. Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Mais je fais ce que j'aime. Je me lève le matin, j'ai pas de contraintes, j'ai pas une pause à 13h, j'ai pas un chef qui me crie dessus. Je peux bosser aujourd'hui, je peux ne pas avoir d'argent, mais j'aime ce que je fais et je le transmets, je transmets mon énergie. Et c'est ce que je souhaite aux jeunes Africains, de faire ce qu'ils aiment. Et après le reste, ne mettez pas l'argent devant, parce que ça aussi c'est un problème. Beaucoup mettent l'argent. Mais l'argent n'est pas toujours un gage de bien-être et de bonheur personnel. L'argent n'est pas toujours un gage de bien-être et de bonheur personnel. Et de bonheur personnel. Je vous laisse sur ces mots. Mesdames et messieurs, c'était Maroussia dans la chronique Entre nous. À tous les élèves qui passent le bac au Yo, on a le bacho calé. Yo, on a le bacho calé. Coupé. Alors Forum Ado, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau numéro. Merci de nous avoir suivis. Ciao, ciao.